La guerre du Vietnam, un conflit connu dans le monde entier. La seule question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi la guerre du Vietnam a-t-elle eu lieu? Cette vidéo sera un résumé de la guerre du Vietnam. Je ne rentrerai pas dans les détails des opérations militaires. La guerre du Vietnam a été déclenchée et comment les États-Unis ont décidé de laisser l'indépendance du pays en retirant leurs troupes du Vietnam. La France essuie une cuisante défaite sur la bataille de Dien Bien Phu. Dès le lendemain de cette défaite, la France décide d'organiser des pourparlers pour l'avenir de l'Indochine. Mais ces discussions s'enlisent et ne trouvent pas d'issue. Les Britanniques proposent un compromis opposé à cette solution, mais finit par s'y résoudre. Les troupes françaises doivent avoir évacué le Vietnam dans les 300 jours. Dans ces accords de Genève, 4 textes fixent les détails des modalités pratiques. Les accords de Genève marquent la fin de la guerre d'Indochine et provoquent le départ des Français et la plaine. Mais la situation reste sous tension entre les régimes de Saigon et Hanoï. Le gouvernement sud-vietnamien a refusé d'approuver les accords de Genève et vit très mal la présence d'un représentant officiel de la Chine populaire, pays que les États-Unis refusaient de reconnaître. Ils ne considèrent pas lié à un accord dont ils réprouvent les solutions émises. Ils essaieront de contourner cet accord pour éviter que le Vietnam ne passe un jour sous l'emprise communiste. Le 8 septembre 1954, les États-Unis initient une alliance militaire similaire à l'Alliance Atlantique, connue sous le nom d'OTAN. Pour l'Asie du Sud-Est, ce sera l'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est, en abrégé OTAS. Cette organisation, la partie du Sud forme l'État du Vietnam, qui a été fondé en 1949 par la France et qui est toujours dirigé par l'empereur Bao Dai. Les accords prévoient également qu'un référendum doit se tenir en 1900. Ceux-ci tiennent à l'écart le Sud-Vietnam, le Laos et le Cambodge de l'OTAS. En effet, mais par le biais de la CIA, ils soutiennent politiquement la dictature de Ngo Dinh Diem. Ce dernier a stabilisé et pérennisé son gouvernement grâce à de terribles répressions. Sans conseillers, dont bon nombre sont des vétérans de la guerre de Corée, sont envoyés sur place afin de former la Diem bénéficie d'une impunité basée sur la crainte américaine de la contagion communiste. Eisenhower, président des États-Unis depuis le 20 janvier 1953, exprime cette peur en avril. Magiquement, la prise du Sud-Vietnam par les communistes amènerait leur pouvoir à plusieurs centaines de kilomètres dans une région jusque-là libre. Les autres pays d'Asie du Sud-Est. En décembre 1960, suite aux violences du régime, une opposition politique voit le jour, connu sous le nom de Viet Cong. Celui-ci évolue très rapidement en un mouvement de guérilla. Il est contrôlé et soutenu par Hanoï, via son bureau central du Sud, cesse d'augmenter et l'audience du Viet Cong ne cesse de s'accroître en raison de l'impopularité du régime de Diem. Le Vietnam Sud sombre petit à petit dans le chaos. Les États-Unis, impliqués et soutenant le régime de Saigon, devront s'engager dans un engrenage qui leur sera fatal. Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis. Il ne va rien modifier à la politique concernant le Vietnam. Pourquoi? Parce que la nouvelle administration est beaucoup plus préoccupée par la crise de Cuba, les tensions avec Moscou ou les élections au Congrès. La question du Vietnam occupe un rang secondaire. Ont une connaissance très limitée du Vietnam. Ce dernier avouera: je n'avais jamais visité l'Indochine et je ne comprenais rien à son histoire, à sa langue, à sa culture, à ses valeurs. Je n'y étais en rien sensible. De son secrétaire d'État, Dean Rusk, de son conseiller à la sécurité nationale, Mac George Bundy, de son conseiller militaire, Maxwell Taylor, et bien d'autres. Quand il s'agissait du Vietnam, nous nous trouvions en position de décider d'une politique pour une terra incognita.
Voilà pourquoi les stratégies mises en place par le précédent gouvernement des États-Unis pour le Vietnam sont laissées en place. Le 11 mai 1961, Washington décide de renouveler son appui au régime autoritaire de Ngo Dinh Diem et décide d'adopter plusieurs décisions pour le Vietnam. L'armée vietnamienne est portée à 200 000 hommes. Instauration des hameaux stratégiques. Envoi de 400 militaires. La majorité étant les fameux bérets verts. Aide à Diem, conditionnée à l'évolution du Vietnam du Sud vers un pays démocratique. En novembre 1961, après l'envoi d'une mission d'évaluation menée par le général Maxwell D. Taylor et Walt W. Rostow, Kennedy prend soudainement conscience de la gravité des événements. En effet, au retour de la délégation, celle-ci le met en garde face à la montée du Viet Cong, qui multiplie ses attaques et gagne de plus en plus de partisans au sein de ses rangs. Taylor et Rostow veulent envoyer 8000 hommes sur le sol du Vietnam Sud pour affirmer le soutien des États-Unis à la politique de Saigon. Ce rapport sera adopté par Kennedy, mais ce dernier limite le nombre de soldats envoyés sur place. Cette décision n'aura que très peu d'impact sur le terrain, car le régime de Diem devient de plus en plus impopulaire et perd pied face aux attaques du Viet Cong. À cela s'ajoute également une crise économique et sociale, et la population qui devient de plus en plus mécontente d'une armée inefficace et démotivée face aux événements. De ce fait, de jeunes officiers décident de mener un coup d'État, mais celui-ci sera déjoué. Le 13 janvier 1962, l'état-major américain rédige un mémorandum et réclame au président une présence accrue de soldats américains sur le sol du Vietnam, afin d'éviter que Saigon ne tombe aux mains du Viet Cong. Kennedy décide d'obtempérer et envoie bon nombre de conseillers sur place. À la fin de l'année 1963, on ne compte pas moins de 16 000 conseillers au Vietnam Sud. Cette option militaire sera privilégiée aux dépens des réformes politiques qui avaient été envisagées par l'ancien gouvernement. L'administration américaine se persuade que la situation s'améliore. Le président va même prétendre en janvier 1963 que le fer de lance de l'agression a été émoussé au Sud-Vietnam. Mais en réalité, la crise s'aggrave. Le 2 janvier 1963, l'armée sud-vietnamienne essuie une défaite majeure contre le Viet Cong lors de la bataille d'Ap Bac. En mai 1963, le dictateur Diem, qui était de confession catholique, décide d'organiser une terrible répression contre la communauté bouddhiste, ce qui fait craindre à Washington le déclenchement d'une guerre civile. La Maison-Blanche décide de ne plus soutenir Ngo Dinh Diem. Ce dernier sera renversé et assassiné le 2 novembre 1963 suite à un coup d'État fomenté par des généraux avec le soutien de la CIA. Les Américains remarquent que leur politique vietnamienne est dans une totale impasse. Mais pour Kennedy, le retrait des troupes du Vietnam ne peut être envisagé. Pour lui, il faut réaffirmer le soutien au Sud-Vietnam. Le 22 novembre 1963, un discours de Kennedy était prévu pour affirmer ce soutien. Mais le destin l'en empêcha. Il est assassiné par Lee Harvey Oswald. Le vice-président Lyndon B. Johnson devient président des États-Unis et hérite du dossier vietnamien. Il décide de conserver la même équipe autour de lui. En 1963, Johnson mandate McNamara à Saigon, afin d'avoir une idée plus précise de la situation au Vietnam. Le 19 décembre 1963, il reçoit un rapport alarmiste dans lequel il est écrit « La situation est très inquiétante. La tendance actuelle, à moins qu'elle ne puisse être renversée dans les 2 ou 3 prochains mois, conduira au mieux à la neutralisation, mais plus vraisemblablement à un régime contrôlé par les communistes. » En effet, les militaires qui sont désormais au pouvoir se succèdent les uns aux autres, mais perdent la guerre contre le Viet Cong. 2 choix se présentent à la Maison-Blanche, soit le retrait des hommes présents au Vietnam, soit une intervention décisive pour inverser le cours du conflit.
Le 28 juillet 1964, le destroyer USS Maddox quitte le port taïwanais de Keelung pour se diriger vers le golfe du Tonkin, afin de soutenir ou prêter main forte aux unités navales participant à des opérations secrètes contre les bases nord-vietnamiennes. Le navire peut également détecter les stations radar et radio des ennemis. Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août, le Maddox capte des messages nord-vietnamiens qui annoncent une attaque imminente contre un navire américain dont l'emplacement correspond exactement à la position du navire. Dans l'après-midi, dans les eaux internationales, 3 navires torpédos de la marine nord-vietnamienne ouvrent le feu sur le destroyer. Le navire est seulement touché par des tirs de mitrailleuses. Le Maddox demande le soutien du porte-avions Ticonderoga, qui envoie à sa rescousse 4 F-8E Crusaders. Après que les pilotes aient pensé avoir détruit leur cible, ils transmettent immédiatement l'information à Washington. Le Maddox poursuit sa mission et reçoit le renfort d'un second destroyer, l'USS Turner Joy. Selon de nombreux historiens, le maintien de ces 2 unités dans le golfe du Tonkin est une simple provocation orchestrée par Washington, afin de susciter une réaction des Nord-Vietnamiens pour justifier une intervention massive des troupes américaines. Dans la soirée du 4 août, les 2 navires américains sont en état d'alerte, car leurs radars émettent des signaux indiquant la présence de bateaux présumés nord-vietnamiens dans leur zone. Mais ces derniers ne constituent aucun danger, car ils naviguent dans le sens inverse. Quelques heures plus tard, les sonars signalent la présence de navires circulant en parallèle au destroyer, mais ils entendent également des sons ressemblant à ceux émis par des torpilles. Le Maddox et le Turner Joy ouvrent donc le feu sur des cibles potentielles, qui n'ont peut-être jamais existé. En effet, les opérateurs radio ont pu très bien mal interpréter une anomalie du radar, qui était connue sous le nom de Tonkin Spoon, qui veut dire fantôme du Tonkin. Ce dernier génère des signaux déformés, pouvant ainsi faire croire à la présence de navires. Le doute se propage parmi les équipages des navires, car aucune cible n'a été touchée et les 8 chasseurs envoyés par le Ticonderoga ne trouvent aucune trace de navire dans la zone qui survole. Malgré ce mystère, le gouvernement de Johnson décide d'utiliser cette agression pour que l'engagement militaire américain sur le sol vietnamien change de dimension. Le 7 août 1964, une résolution dite du golfe de Tonkin est rédigée par le gouvernement de Johnson. Mais elle avait déjà été écrite en mai 1964, soit 3 mois avant cette supposée agression. Elle est présentée devant le Congrès qui l'adopte à l'unanimité. Je cite : « Le Congrès approuve et soutient la détermination du président de prendre en tant que commandant en chef toutes les mesures propres à repousser une attaque armée contre les mesures américaines et à prévenir toute agression dans l'avenir. Les États-Unis considèrent qu'il est vital pour leur intérêt national et pour la paix du monde que la sécurité soit maintenue en Asie du Sud-Est. En vertu de la Constitution des États-Unis et de la Charte des Nations Unies, et conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du traité de défense collective de l'Asie du Sud-Est, les États-Unis sont prêts, quand le président le décidera, à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'emploi de la force armée, pour prêter assistance à tout État membre de l'Organisation des territoires de l'Asie du Sud-Est, ou tout co-signataire du traité de défense de l'OTAS, qui demanderait l'assistance pour défendre sa liberté. Le Congrès offre à Johnson une totale liberté de décision sur la politique américaine au Vietnam, et notamment sur l'envoi de troupes américaines sur le territoire vietnamien. Le 3 novembre 1964, Johnson est réélu président des États-Unis grâce au soutien du Congrès. Aussitôt élu, le président initie le Conseil national de sécurité, groupe de travail sur le Vietnam du Sud et l'Asie du Sud-Est, afin de mettre sur pied la stratégie américaine dans la région. Le conseil est présidé par William Bundy, qui est conseiller des Affaires étrangères. Mais il est également composé de 8 fonctionnaires des administrations,
Ceux qui en font partie sont le Pentagone, le département d'État et la CIA. Tous soumettent 3 propositions au président. Soit il faut limiter l'engagement avec le risque d'une victoire communiste et un piteux retrait américain, soit il faut planifier une campagne de bombardement massif contre les sites stratégiques nord-vietnamiens afin de contraindre Hanoï à renoncer à son soutien au Viet Cong et à engager des négociations. Soit il faut entreprendre une campagne de bombardement graduée qui permettrait d'atteindre les objectifs en limitant les risques de guerre généralisés. Johnson, ne sachant pas quelle proposition choisir, décide de faire un mix des 3. C'est-à-dire que pendant la première phase, les forces américaines amplifieront les opérations type Oplan 34A. La seconde phase permettra de lancer des campagnes de bombardement limitées. Le choix est désormais fait. Les États-Unis décident d'intervenir directement au Vietnam. Cette seconde guerre d'Indochine, qui sera plus connue sous le nom de guerre du Vietnam, ne fait que débuter. Les premiers soldats américains arrivent au Vietnam sous la chaleur écrasante de ce pays humide. Le 28 décembre 1964, les premières hostilités débutent lors de la bataille de Binh Gia. Le Viet Cong essuie de lourdes pertes, contrairement aux Américains. Le 10 février 1965, l'attaque de Quy Nhon tue 23 Américains. La Maison-Blanche, informée de cette attaque, souhaite des représailles. Ces représailles se feront sous la forme de bombardements au nord du 17e parallèle, afin de sécuriser les bases américaines, dont les aéroports d'où décollent les bombardiers de l'US Air Force. Des effectifs supplémentaires sont envoyés au Vietnam. Le 8 mars 1965, les 3500 premiers Marines de la 9e brigade débarquent à Da Nang, avec ordre de mission de ne pas s'engager ou de mener des actions au quotidien contre le Viet Cong. Le 1er avril 1965, suite à un attentat commis près de l'ambassade américaine de Saigon, le président Johnson change cette directive. Le 21 avril 1965, il est informé de la détermination du régime communiste à poursuivre la guerre. Il ordonne donc de transférer 6 bataillons supplémentaires, soit 40 000 hommes. Entre mars et décembre 1965, le corps expéditionnaire américain voit ses troupes doubler sur le sol vietnamien. Ils étaient au début 23 000 hommes et en fin d'année 1965, ils sont 184 300 hommes. Ces derniers sont intégrés dans l'URSAF, United States Army Republic of Vietnam, qui fut constituée le 20 juillet 1965. Les Américains remarquent très vite que la piste Ho Chi Minh est un véritable problème pour les troupes. En effet, elle est d'une importance stratégique. Elle fait plus de 17 000 km. Elle relie Nghe An à Binh Phuoc et elle passe par le Laos et le Cambodge. Les infiltrations de dizaines de milliers d'hommes et d'armements permettent à la guérilla Viet Cong de survivre aux coups portés par l'ARVN et les Américains, et de poursuivre son œuvre de déstabilisation du régime sudiste. Déjà en janvier 1962, pendant l'opération Ranch Round, ces herbicides, dont de l'agent orange, ont été déversés pour détruire la surface de la jungle afin d'empêcher le Viet Cong de s'y cacher et de s'y nourrir. En décembre 1964, Johnson autorise l'opération Barrel Roll. Celle-ci débute par des opérations de bombardement contre les routes laotiennes d'infiltration. Le 11 novembre 1968 et le 29 mars 1972, elle sera complétée par des raids aériens de l'opération Commando Hunt, durant lesquels 3 millions de tonnes de bombes seront déversées sur le Laos. Le 16 mars 1968, les troupes américaines commettront le massacre de My Lai. Les jeunes GIs, après plusieurs minutes de recherche, ont aperçu plusieurs individus dans la rizière ou qui tentaient de se réfugier. Les jeunes Américains tombent sur un village qu'ils encerclent, violents et maltraitant les villageois. Ils n'hésiteront pas à déchaîner leur haine sur ce village.
Plusieurs soldats prennent conscience du massacre qui est en train de se dérouler et tentent tant bien que mal de raisonner leurs camarades et leurs supérieurs, mais en vain. Le massacre aura duré toute une matinée, laissant les villageois dans l'impossibilité de se défendre. Durant les premières années de 1968, Johnson n'a plus le même soutien qu'au début. De ce fait, il décide de ne pas se représenter. Le 12 mai 1968 à Paris, il accepte d'entamer des négociations avec Hanoï. Le but de Washington est de sauver la face du pays et d'opérer un retrait qui n'apparaisse pas comme un échec. L'objectif est de préserver un État indépendant au sud du 17e parallèle. Les entretiens avec le nord vietnamien sont l'une des deux solutions. La seconde solution est le recours à la force pour faire plier Hanoï. Le double jeu d'Hanoï éclate au grand jour dès la première réunion à Paris. En même temps que les pourparlers à Paris, l'APV et le Viet Cong lancent les premières phases de l'offensive du Tet. Elle se solde par de nouvelles destructions et des pertes considérables du côté du Viet Cong. En coulisses, Hanoï se dit prêt à la cessation des combats. En échange, les Américains doivent arrêter les bombardements et doivent accepter le FNL autour de la table de négociation. Washington finit par accepter la demande, mais veut conserver le droit d'effectuer des vols de reconnaissance au nord du 17e parallèle. Après le 2 novembre 1968, les réunions de paix continuent. Hanoï souhaite s'en tenir à ses objectifs. Réunion du Vietnam Nord et du Vietnam Sud, indépendance, souveraineté et départ des troupes étrangères. Washington souhaite quant à elle que le Vietnam Sud reste un État souverain et le retrait des troupes nord-vietnamiennes au nord du 17e parallèle. La négociation est désormais incertaine. Les autorités sud-vietnamiennes sont hostiles à la proposition américaine, de peur que les États-Unis n'étendent leurs troupes vers le nord du Vietnam. Elles refusent donc de participer aux discussions. Le 8 décembre 1968, le général Thieu envoie une délégation à Paris. Le président sud-vietnamien garde espoir en son allié, qui pourrait se raviser sur sa décision. Le 20 janvier 1969, victoire de Richard Nixon à la présidentielle des États-Unis. Celui-ci est un anticommuniste et annonce aussitôt qu'il a été élu sur son intention de régler la question du Vietnam. Nixon souhaite retirer progressivement les forces américaines stationnées au Vietnam et souhaite que le conflit soit réglé entre Vietnamiens. Le 25 janvier 1969, à Paris, des pourparlers de cessez-le-feu sont mis en place. Afin de mieux faire passer son message, Nixon mandate Henry Kissinger. Ces pourparlers, où règnent la ruse, la menace, la diplomatie et les coups de force, dureront 4 ans. Aux États-Unis, ainsi que dans d'autres pays du monde, de nombreuses manifestations ont lieu contre la guerre du Vietnam. Parfois, la foule mécontente n'hésite pas à faire usage de la violence face aux forces de l'ordre, faisant ainsi comprendre au gouvernement américain qu'il faut arrêter cette guerre qui, selon elle, ne mène à rien. Pendant ce temps-là, à Paris, les Américains décident de convier à leur pourparlers les grands alliés du Nord vietnamien, c'est-à-dire la Chine et l'URSS, pour accélérer les choses. Les représentants de Washington se disent prêts à un cessez-le-feu et à un retrait des troupes, en échange du retour de ces prisonniers de guerre. Mais Moscou et Pékin sont favorables à la poursuite de la guerre qui tourne à l'avantage de Hanoï. Mais Pékin, constatant le retrait des troupes américaines, accepte le dialogue proposé par Washington. Le 30 mars 1972, l'US Air Force stoppe l'invasion des troupes nordistes. Les troupes du Vietnam Nord recommenceront en juin et octobre 1972, mais n'arriveront pas à percer les lignes défensives du Sud. Nixon ordonne la reprise des bombardements sur le Vietnam du Nord. Ces raids aériens viseront des objectifs stratégiques, comme les aérodromes, les centrales électriques, les stations radio, les voies de communication, les ponts, mais également Hanoï.
Le 19 juillet 1972, les Nord-Vietnamiens acceptent finalement de reprendre les négociations sous la forme de discussions secrètes entre Kissinger et le duc Tho. Lors des échanges entre Washington et Pékin, Moscou et Hanoï, les Américains souhaitent assouplir considérablement leur position et se disent éventuellement prêts à accepter l'instauration au sud du Vietnam d'un gouvernement d'union nationale, voire communiste. Hanoï n'a pas envie que la guerre s'éternise encore plusieurs années et se montre sensible à l'évolution des pourparlers. Le 20 octobre 1972, le duc Tho et Kissinger finissent par se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Cependant, le Vietnam Sud refuse de signer ces accords, car pour lui, les Américains et Hanoï condamnent son régime. Le 20 novembre 1972, Nixon souhaite de nouvelles négociations entre Kissinger et le duc Tho. Après de nombreuses interruptions, des bluffs et d'autres menaces d'hostilité, les deux parties concluent finalement un nouvel accord le 13 janvier 1973. Cessez-le-feu, reconnaissance du GRP, retrait américain et retour des prisonniers de guerre avant la fin mars. Le 23 janvier 1973, les deux hommes signent l'accord, puis le secrétaire d'État américain Rogers le signe à son tour. Nixon, pour faire plier le Vietnam Sud, fournit bon nombre de matériel militaire et affirme que l'accord garantit la pérennité du Sud. Mais en réalité, Saigon perd le soutien de son puissant allié. Les troupes du Nord, quant à elles, stationnent déjà dans le Vietnam Sud. Le 29 mars 1973, les Américains ont achevé leur retrait militaire. Le Vietnam Sud fait désormais face au Vietnam Nord seul. Celui-ci déclenche une offensive contre les armées du Sud. Après avoir résisté 2 ans à l'avancée nord-vietnamienne, Saigon s'effondre. Le Vietnam Nord et le Vietnam Sud sont désormais un pays uni. La guerre se termine le 30 avril 1975. Les pertes humaines et civiles durant cette guerre seront considérables. Du côté américain, on dénombre plus de 60 000 morts et 350 000 blessés ou mutilés de guerre. Du côté sud-vietnamien, on dénombre plus de 700 000 hommes, dont 430 000 civils. Il faut ajouter également plus de 1,3 million de blessés et de mutilés. Du côté nord-vietnamien, on dénombre plus de 1 million de soldats tués, auxquels on peut ajouter les 900 000 blessés et mutilés de guerre. Le nombre de victimes au total entre la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam s'élève à 4 millions de civils qui ont perdu la vie. La guerre du Vietnam, opposant les troupes du nord vietnamien aux troupes américaines, finit après un conflit qui s'est enlisé pour éviter l'extension du communisme. Après autant d'années de guerre, les stigmates sont encore visibles dans le monde. Parfois oublié, le nom de cette guerre fera souvent rappeler la guerre froide qu'a connue le monde. Tous ces soldats américains ont été sacrifiés pour une guerre qui a finalement mené à un échec. Malgré tout, leur sacrifice ne doit en aucun cas être oublié aux yeux du monde.